Je m'appelle Daniel Boyd. J'ai 34 ans. Et en mars dernier, je suis entré dans la bibliothèque de mon arrière-grand-mère, et j'ai trouvé 217 étagères vides. Ma fille de 10 ans était encore dans la voiture, en train de finir un sandwich à la dinde, parce que je lui avais dit de m'attendre, pendant que je prenais quelque chose rapidement. Je n'ai rien pris. Il n'y avait plus rien à prendre. La pièce avait la même odeur que d'habitude. Le papier, le cuir, l'encaustique à la cire d'abeille. Sauf que maintenant, cette odeur n'avait plus nulle part où vivre. Mes parents avaient vendu chaque livre, que mon arrière-grand-mère avait laissé à ma fille. Ils les ont vendus pour 165 000 €. Ils ont dépensé cet argent pour un home cinéma, destiné aux enfants de ma sœur. Un son surround, 6 fauteuils inclinables en cuir, et une machine à pop-corn, en forme de borne d'incendie. Ce que j'ai fait au cours des 9 jours suivants, n'a impliqué aucune voix haussée, mais cela a coûté à mes parents la maison, dans laquelle ils vivaient depuis 31 ans. Et quand j'ai enfin prononcé la phrase, qui a fait glisser la tasse de café des mains de ma mère, 3 des voisins filmaient la scène avec leur téléphone. Avant de vous dire ce qu'ils ont fait, laissez-moi vous parler de Cordelia. Cordelia Ann Boyd était mon arrière-grand-mère. Elle fut la première femme de notre famille à aller à l'université, Wellesley, promotion 1956, littérature anglaise, et la dernière personne de la lignée des Boyd, qui croyait que les livres étaient des objets sacrés. Elle a hérité d'une modeste fortune, du côté orfèvre de la famille, a vendu l'entreprise de joaillerie en 1981, et a passé les 27 années suivantes, à acheter des premières éditions de littérature enfantine. Des illustrations de Rackham, des lauréats de la médaille Caldecott des années 1930, un chaussé de Kelmscott, imprimé en 1896 sur du papier de l'infémin. 3 lettres manuscrites de Beatrix Potter, discutant des illustrations pour le conte de Jemima Canetan. 217 articles au total, catalogués, évalués, et rangés sur les étagères de la bibliothèque de Lelay, dans la maison familiale de Whitfield, dans le Vermont. En 2008, à l'âge de 81 ans, Cordelia a créé la fondation de la Bibliothèque du patrimoine Cordelia Boyd. C'était une organisation 501(c)(3), exonérée d'impôts, enregistrée au niveau fédéral, et déclarée auprès du secrétaire d'État du Vermont. Les livres ont été formellement transférés à la fondation, et placés sous ce qu'on appelle un prêt permanent. Ils restaient à l'intérieur de la maison familiale, et, en échange, la maison bénéficiait d'une exonération fiscale conditionnelle. Cette exonération permettait d'économiser environ 30 000 € par an, en impôts fonciers. L'accord comportait une seule condition, que les livres restent dans la maison, sans être vendus, et qu'ils soient transmis aux prochains descendants directs. En 2020, 2 ans avant sa mort, Cordelia a ajouté un dernier amendement. Elle a désigné ma fille, Ivy, comme l'unique bénéficiaire. Ivy avait 6 ans. Cordelia l'a assise dans le fauteuil de lecture en acajou, près de la fenêtre sud, a ouvert un exemplaire en cuir vert du vent dans les saules, avec ses 198 illustrations d'Arthur Rackham et son dos frappé d'or, et a dit « Ceux-ci sont à toi maintenant, ma chérie ». Sur la couverture intérieure de chaque livre, se trouvait l'ex-libris de Cordelia, gravé à la main dans un style Art Nouveau, avec une ligne de son écriture en dessous, pour Ivy, qui les gardera en sécurité. Ivy touchait cette ligne, chaque fois qu'elle ouvrait un livre. C'était son rituel. Elle ne le sautait jamais. Ma mère tournait autour de la collection, depuis 14 mois. Cela a commencé doucement. Un commentaire au dîner de Thanksgiving, en novembre 2024, pendant qu'Ivy était assise 3 chaises plus loin, mangeant de la sauce au canneberge avec une fourchette. Ces livres ne font que prendre la poussière, dans cette vieille pièce lugubre. Je me souviens du moment exact, parce qu'Ivy a levé les yeux de son assiette, a soutenu le regard de ma mère pendant 2 bonnes secondes, puis s'est remise à manger, sans dire un mot. Ma fille avait 9 ans. Elle savait déjà ce que ma mère faisait. Après Thanksgiving, les commentaires sont devenus mensuels. Ma chérie, as-tu pensé à ce qu'on pourrait faire de tous ces vieux livres? Les fils de Vanessa adoreraient cette bibliothèque, un jour. Ils pourraient la transformer en salle de jeu. Les genoux de ton père ne supportent plus les escaliers de Lelay. On devrait peut-être rénover. Je donnais la même réponse à chaque fois. Ils ne sont pas à moi, maman. Ils sont en prêt permanent pour Ivy. Et ma mère affichait toujours le même sourire, ce sourire crispé, qui signifiait qu'elle m'avait entendu, et avait décidé que j'avais tort. Cordelia et ses choses permanentes. Voici ce que je n'ai pas compris, jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
La fixation de ma mère sur les livres, ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de Cordelia. 14 ans plus tôt, Cordelia avait réécrit son testament. Elle avait complètement ignoré ma mère, ignoré mon père, et avait laissé le domaine, la maison, la fondation, la bibliothèque, directement à moi, et après moi, à Ivy. Ma mère était entrée dans la famille Boyd par mariage à 22 ans, enceinte et paniquée. Elle avait élevé 2 filles, dans cette maison. Elle avait organisé 31 Noël. Et le testament de Cordelia disait, dans le langage juridique le plus doux que l'argent puisse acheter, que Margaret Boyd n'était pas considérée comme une vraie Boyd. Cette blessure ne s'est jamais refermée. Elle a simplement laissé pousser des crocs. 3 mois avant notre départ pour le voyage en camping, mon beau-frère, Brent, a publié un message anonyme sur un forum de livres rares, demandant si quelqu'un connaissait un marchand à Manhattan, pour des premières éditions de littérature enfantine du début du XXe siècle. J'ai vu le message. J'ai reconnu son pseudonyme. J'ai pensé que c'était une coïncidence. Ce fut ma première erreur. Chaque samedi, je conduisais Ivy pendant 40 minutes, depuis notre appartement de Brattleboro, jusqu'à la maison familiale de Whitfield. Mes parents y vivaient à plein temps. Ils y étaient depuis 3 décennies. Nous visitions la bibliothèque. C'était l'accord. Ivy avait un accès illimité à la collection, et mes parents bénéficiaient de l'allègement fiscal annuel de 30 000 €, qui accompagnait l'hébergement de celle-ci. Ivy avait une routine. Elle traversait le hall d'entrée directement, sans saluer personne, poussait la porte de la bibliothèque avec sa hanche, et allait à la 3e étagère du mur sud. C'est là que résidait le vent dans les saules en cuir vert. Elle le descendait à 2 mains, toujours à 2 mains, même si le livre pesait moins d'une livre, le portait jusqu'au fauteuil de lecture en acajou, près de la fenêtre, et s'asseyait. Le fauteuil était énorme pour elle. Ses pieds pendaient à 15 cm du sol. Elle entr'ouvrait la couverture, trouvait l'ex-libris, et traçait l'écriture de Cordelia avec son index, pour Ivy, qui les gardera en sécurité, avant même de lire un seul mot. Même livre, même fauteuil, même rituel. Chaque samedi, pendant 3 ans. Un après-midi, elle m'a dit que le livre sentait la pluie et le vieux bois. Je lui ai dit que c'était l'adhésif de la reliure qui se détériorait, et les rousseurs sur les pages de garde. Elle a répondu qu'elle préférait sa version. J'ai dit que c'était de bonne guerre. La semaine avant notre départ en camping, la voix de Cordelia m'est revenue, comme elle le fait parfois. Pas comme un souvenir, plutôt comme une phrase, qui arrive sans permission. Les livres sont l'héritage d'Ivy. Ne laisse personne l'oublier. J'ai pensé à appeler ma mère, et à lui dire quelque chose de ferme. Quelque chose à propos du post sur Reddit. À propos du maître ruban, que Brent avait fait glisser le long des plaintes de Lelay, à Pâques, quand il pensait que personne ne regardait. Je n'ai pas appelé. Je me suis dit que c'était de la retenue professionnelle. C'était de la lâcheté. Les deux se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, jusqu'à ce que les étagères soient vides. La bibliothèque de recherche de Whitfield organise une retraite du personnel de 9 jours, chaque mois de mars, dans un camp près du lac Willoughby, dans le Northeast Kingdom. J'y participais depuis ma 2e année, en tant qu'archiviste en chef. Cette année, j'avais emmené Ivy. Elle a emballé 4 livres de poche de la bibliothèque publique, un carnet de croquis, et une trousse contenant 6 crayons 2B, taillés avec des pointes identiques. Elle n'a emporté aucun des livres rares. Elle ne les retirait jamais de la bibliothèque. Cela faisait partie de la gestion, que Cordelia lui avait enseignée. Tu rends visite aux livres. Tu ne les déplaces pas. C'est toi qui voyages. Ma mère a proposé de surveiller notre maison, pendant notre absence. Arroser les plantes, rentrer le courrier, s'assurer que la veilleuse de la chaudière ne s'éteignait pas. J'ai dit, ce serait merveilleux. Elle m'a envoyé un SMS, le soir de notre départ. Amuse-toi bien, ma chérie. On a géré les choses ici. J'ai lu ce message 3 fois, assise sur un tronc de bouleau tombé près du lac, en regardant Ivy faire griller une guimauve, qui était déjà impossible à sauver. Quelque chose dans la formulation me tracassait. On a géré les choses. Pas, la maison a l'air bien, ou, on gardera un œil sur tout. Gérer, comme une liste de tâches avec une coche, pas comme une faveur en cours. Je me suis dit que je suranalysais un SMS. Mon métier, c'est de suranalyser des documents. L'attribution, la provenance,
la différence entre ce qu'une phrase dit, et ce que la personne qui l'a écrite voulait dire. Parfois, un SMS n'est qu'un SMS. Ce fut ma deuxième erreur. Nous avons passé 9 jours sans réseau mobile. Ivy a terminé ses 4 livres de poche au bout de 5 jours, et a commencé à remplir son carnet de croquis, avec les oiseaux qu'elle apercevait depuis le quai. La 7e nuit, allongée dans son sac de couchage, avec la lampe de poche encore allumée, elle a dit quelque chose auquel j'ai pensé tous les jours depuis. Maman, je crois que grand-mère aurait aimé ce lac. J'ai pleuré dans mon oreiller, après qu'elle s'est endormie. Ma fille parlait d'une femme morte depuis 2 ans, de la manière dont la plupart des enfants parlent de quelqu'un qu'ils ont vu hier après-midi. Nous sommes rentrés à la maison un jeudi, 9 jours sans avoir pris de vraie douche, un carnet de croquis terminé, et un coup de soleil sur mon avant-bras gauche, à cause du canoë. J'ai dit à Ivy que nous nous arrêterions à la maison familiale, en rentrant à Brattleboro, pour qu'elle puisse prendre le vent dans les saules pour sa lecture du soir. Elle a répondu, d'accord, sans lever les yeux d'un croquis de plongeon huard, qu'elle ombrait avec le dernier de ses crayons 2B. Le trajet du lac Willoughby à Whitfield prend environ 2 heures à travers les Green Mountains. J'utilise le silence pour cataloguer mentalement ce qui doit être classé au travail, quelle subvention de conservation arrive à échéance, quel formulaire nécessite des signatures. Quand nous sommes entrés dans l'allée, à 16h15 de l'après-midi, la lumière du porche était allumée. Le courrier était empilé contre la porte d'entrée. L'équivalent de 5 jours, peut-être 6. La voiture de mes parents n'était pas dans l'allée. J'ai envoyé un texto à ma mère. Pas de réponse. J'ai envoyé un texto à mon père. Rien. J'ai utilisé la clé de rechange, cachée sous la 3e dalle de pierre, celle que Cordelia avait mise là en 1974, et que personne n'avait jamais déplacée. La maison était propre, inhabituellement propre. Des traces d'aspirateur sur le tapis du couloir, fraîches et parallèles. Une bougie parfumée à la vanille brûlait sur le comptoir de la cuisine. La bougie que ma mère n'allume, que lorsqu'elle essaie de masquer une autre odeur. J'ai marché vers les laits. Le couloir fait 11 pas. Je le sais, parce que je les compte depuis que j'ai 4 ans. Et quand on grandit dans une maison avec une bibliothèque, compter devient un réflexe. La porte de la bibliothèque était ouverte. Le néon du plafond était allumé. Cordelia avait toujours exigé qu'on n'utilise que des lampes de table. La lumière zénithale dégrade les reliures au fil des décennies. Quelqu'un avait appuyé sur l'interrupteur, et s'en était éloigné. Je suis entré. La pièce sentait la poussière et la vanille. Pas le papier, pas le cuir, pas l'encaustique. Les étagères étaient vides. Je les ai comptées. Je ne sais pas pourquoi ce fut mon premier réflexe, mais c'était l'archiviste en moi, je suppose, qui avait besoin de quantifier, avant de pouvoir faire son deuil. Des étagères à 1 à L17, 217 emplacements, et chacun d'entre eux était dépouillé. Des contours de poussière, là où les dos des livres avaient été. De faibles rectangles de bois plus sombres, préservés par des décennies d'ombre. Le fauteuil de lecture en acajou se trouvait près de la fenêtre sud, exactement là où il avait toujours été. Mais la lumière, qui tombait sur son coussin, paraissait anormale. Trop vive, trop ininterrompue. Aucun livre sur les étagères pour briser l'éblouissement. Sur le coussin du siège, il y avait une facture pliée. Haurin et Fils, livre rare, Manhattan. Daté de 5 jours plus tôt. Total, 165 000 €. Vendeur, Richard Boyd. Je l'ai prise. Mes mains tremblaient, alors je l'ai posée sur l'accoudoir du fauteuil, et je l'ai lue à plat. Mon père avait paraphé chaque page. Ma mère avait signé en tant que témoin sur la page 4. La transaction comprenait une documentation photographique complète, une vérification de la provenance, et un chèque certifié déposé sur leur compte joint, à la Granite State Savings. 165 000 €, pour 217 livres qui ne leur appartenaient pas. J'ai entendu la porte d'entrée derrière moi. De petits pas sur le parquet. Ivy se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle a regardé au-delà de moi, vers les étagères, de la même manière qu'on regarde une pièce dans un rêve, en reconnaissant sa forme, mais pas son vide. J'ai fait un pas de côté, pour bloquer sa vue. Chérie, retourne à la voiture, s'il te plaît. Elle n'a pas bougé. Ses yeux ont trouvé la 3e étagère du mur sud, l'emplacement où le vent dans les saules en cuir vert, avait vécu pendant 11 ans. Puis,
Elle s'est retournée, et a refait le chemin inverse dans le couloir. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a posé aucune question. À 10 ans, elle savait, avant même que je ne prononce un seul mot. Je me suis assise dans le fauteuil de lecture. Le coussin était froid. Je n'ai pas pleuré non plus. J'étais déjà en train de compter d'autres choses. Des factures, des actes, des dates, et le nombre de jours qu'il faudrait, pour remettre chaque livre sur chaque étagère. Mes parents sont rentrés à 19 h ce soir-là, portant un sac d'un spa de Stowe, et une bouteille de vin d'un vignoble sur la route 100. Ma mère portait de nouvelles boucles d'oreilles, de petits anneaux en or que je n'avais jamais vus auparavant. Mon père fredonnait quelque chose. Ils sont entrés en souriant. J'étais assise à la table de la cuisine, les mains croisées, avec la facture de Haut-Rhin et fil sous ma paume gauche. Ivy était dans le salon, avec son carnet de croquis, à ne rien dessiner. « Maman, où sont les livres ?» Ma mère a posé le sac du spa sur le comptoir. Elle a incliné la tête, comme elle le fait quand elle s'apprête à expliquer quelque chose, qu'elle considère trop évident pour être discuté. « Oh, ma chérie, il ne faisait que prendre la poussière, dans cette vieille pièce lugubre. Brent a trouvé un marchand tellement gentil à New York. Nous avons rendu service à tout le monde. » Elle l'a dit avec le calme satisfait d'une femme, qui croyait avoir résolu un problème que personne d'autre n'avait le courage d'aborder. Les fils de Vanessa vont avoir le home cinéma le plus incroyable qui soit. Nous avons même pris une machine à pop-corn, le genre professionnel, comme dans un vrai cinéma. Mon père a débouché le vin. Ma chérie, ces livres ne servaient à personne, à rester simplement assis là. Je les regardais. As-tu lu la dédicace, à l'intérieur de l'un d'eux? Ma mère a balayé l'air de la main. Les petites notes de Cordelia. Ma chérie, elle est partie depuis 3 ans. Il est temps de vivre dans le présent. J'ai regardé le verre de vin que mon père remplissait. J'ai regardé le sac du spa. J'ai estimé le coût des nouvelles boucles d'oreilles de ma mère, par rapport au solde des 165 000 €, moins l'installation d'un home cinéma, et une machine à pop-corn en forme de borne d'incendie. Puis, je me suis levé. Merci pour le dîner. J'ai marché jusqu'au salon, j'ai ramassé la veste d'Ivy, et j'ai dit, on y va, chérie. Nous sommes rentrés à la maison dans le noir. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée, de la manière dont on ferme un livre, sur lequel on a l'intention de revenir. Le trajet de Whitfield à Brattleboro prend 40 minutes, sur la route 9. Ivy s'est endormie avant la 2e bretelle de sortie. Elle s'est réveillée à la 5e, en se frottant les yeux avec le dos de la main. Maman, c'est grand-mère qui les a vendus? Oui, ma chérie. Elle est restée silencieuse. J'observais l'horloge du tableau de bord, parce que c'était la seule lumière dans la voiture, et que je ne pouvais pas m'empêcher de suivre le cours des choses. 4 minutes de silence. Puis, est-ce qu'elle a vendu le verre? Je crois que oui. Mais je vais les retrouver. Tous. Absolument tous. D'accord. Elle s'est tournée vers la fenêtre, et a pressé son front contre la vitre. J'ai signé des autorisations de paix pour 14 employés. J'ai signé des subventions de conservation à 6 chiffres. J'ai signé des cartes de condoléances, lors de 3 funérailles, où je pensais chaque mot. Je n'ai jamais porté une seule syllabe, aussi lourde que celle-ci. D'accord. Ce mot portait tout ce qu'elle ne pouvait pas dire, à 10 ans. De la confiance, du chagrin, et une question qu'elle était trop fière pour poser à voix haute, peux-tu vraiment les ramener? J'ai conduit les 48 derniers kilomètres en silence, une main sur le volant, l'autre posée sur la chemise cartonnée de documents de la fondation, que j'avais retirée du classeur, avant de quitter la maison. Ma mère ne m'avait pas remarqué en train de la prendre. Elle avait été trop occupée, à décrire la fonction de réchauffage du beurre de la machine à pop-corn. Si vous avez déjà fait à votre enfant une promesse, que vous n'étiez pas sûr de pouvoir tenir, et que vous avez passé les 48 kilomètres suivants en silence, à trouver un moyen de la tenir quand même, laissez un commentaire avec le mot « classeur ». Restez avec moi. Je veux que vous voyiez ce qui se passe, quand une femme silencieuse en ouvre un. Abonnez-vous, pour que la suite de cette histoire vous trouve. Cette nuit-là, après qu'Ivy s'est endormie, en serrant un livre de poche de la bibliothèque, au lieu d'une première édition, je me suis assise à la table de la cuisine, et j'ai ouvert le dossier. À l'intérieur, se trouvait un document que je n'avais pas lu depuis 4 ans.
Un acte de prêt permanent, de 22 pages, avec 3 signatures, et une clause, qui était sur le point de coûter à mes parents tout ce qu'ils possédaient. 3 heures du matin, Ivy endormie au bout du couloir, la table de la cuisine couverte de documents. J'avais ouvert la charte de la fondation sur mon ordinateur portable, le PDF que j'avais sauvegardé sur mon disque dur en 2010, l'année où Cordelia avait signé l'acte original. À côté de l'ordinateur portable, une impression de la publication 561 de l'IRS, sur les évaluations qualifiées et les dispositions de récupération. Juste à côté, le site web d'Aurin et Fils, affichant une photo de bon goût de David Aurin, se tenant devant un mur de dos en cuir de veau, les bras croisés, avec l'expression d'un homme qui a passé 40 ans à manipuler des objets, qui survivent à leur propriétaire. À 64 km au nord, le fauteuil de lecture en acajou était vide, dans la bibliothèque de Lelay. Je pouvais ressentir son absence. Je sais que cela semble irrationnel, pour une femme dont le métier est de cataloguer des registres de provenance, mais ce fauteuil avait accueilli 4 générations de femmes Boyd, faisant la lecture à haute voix à leurs filles. C'était le seul meuble de la maison qui avait de l'importance, et il se trouvait dans une pièce, qui n'avait plus aucune raison d'exister. J'ai ouvert l'acte de prêt permanent. 22 pages, notarié par l'État du Vermont, déposé auprès du bureau du secrétaire d'État, portant le sceau de la fondation et 3 signatures. Cordelia Boyd, Evelyn Marsh, et Nathan Pell, conseillers de la fondation. La section 4 décrivait la collection. La section 5 décrivait les conditions. La section 6 nommait le bénéficiaire, Ivy Boyd, âgé de 6 ans au moment de la modification, avec un accès à vie, et un droit de veto sur toute disposition. La section 7 était intitulée « Récupération ». Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e, parce que les chiffres étaient suffisamment importants, pour nécessiter une vérification. Toute disposition non autorisée de la collection, par toute partie autre que le bénéficiaire désigné, constituera un événement de récupération, déclenchant un redressement fiscal total sur toutes les années d'exonération conditionnelle, avec les intérêts légaux, et une pénalité de 75%. J'ai pris mon téléphone, et j'ai rédigé un email à Evelyn Marsh, la présidente de la fondation. Objet, rupture du prêt permanent. Appelle-moi à 7 heures. 3 phrases dans le corps du texte. J'ai appuyé sur envoyer à 3h19, et je n'ai pas dormi du reste de la nuit. Evelyn a appelé à 6h58. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a dit, Daniel, que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté en moins de 4 minutes. Elle a écouté sans m'interrompre. Evelyn avait été la meilleure amie de Cordelia pendant 42 ans, et la présidente de la fondation depuis sa création. Elle ne gaspillait pas ses mots. Elle ne m'a pas consolé. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant 6 secondes. Puis elle a dit, ouvre l'acte, section 7. Je l'ai déjà sous les yeux. Bien. Lis-moi la clause de récupération. Je l'ai lu à haute voix, de la même façon que je lis tout, d'une voix égale, sans insistance, en laissant le langage porter son propre poids. Quand j'ai eu fini, Evelyn a dit, tes parents doivent au fisc américain environ 412 000 €, en impôts arriérés de 2010 à aujourd'hui, plus les intérêts légaux au taux fédéral, plus la pénalité de 75% pour disposition non autorisée de biens conditionnellement exonérés. Ça, c'est le chiffre fédéral. Au niveau de l'État, ils perdent l'exonération conditionnelle pour l'avenir. Cela représente encore 30 000 € par an, en impôts fonciers, que la ville de Whitfield va maintenant évaluer à la pleine valeur marchande. Et comme l'exonération était liée à la préservation sur place, le fisc placera un privilège fiscal fédéral sur la propriété, pour la totalité du montant dû. Entre le privilège, les impôts arriérés, et la nouvelle évaluation annuelle, garder la maison devient financièrement impossible. Ils devront la vendre pour couvrir ce qu'ils doivent. Et concernant les livres, c'est la propriété de la fondation. Nous avons le droit de premier refus pour la récupération, en vertu de la section 9. Si Aurin coopère, il rembourse et restitue. S'il ne le fait pas, Nathan dépose une plainte devant un tribunal fédéral d'ici vendredi. J'ai tout noté sur un bloc-notes jaune de format légal, pas sur l'ordinateur portable. Le papier ne plante pas, et le papier ne se synchronise pas sur un cloud, auquel ma mère pourrait accéder, via le compte partagé de mon père. Evelyn était la seule personne en vie, qui pouvait prononcer le chiffre de 400 000 €, de la même manière que d'autres disent, passe-moi le sel. Elle m'a donné les chiffres, les échéances, et les 3 prochaines étapes. C'était mieux que de la compassion.
Prendre la poussière. 412 000 € de poussière. À 9h14 le lendemain matin, j'ai appelé Aurin et Fils, depuis le parking de la bibliothèque de Whitfield. Une réceptionniste m'a transféré. David Aurin a décroché à la deuxième sonnerie. Sa voix était mesurée et posée, la voix d'un homme qui a passé 4 décennies à manipuler des objets, valant plus cher que des automobiles, et qui a appris à ne jamais paraître surpris. Monsieur Aurin, je m'appelle Daniel Boyd. Je suis la vice-présidente de la fondation de la Bibliothèque du patrimoine Cordelia Boyd. Vous avez récemment acheté 217 articles à mes parents, Richard et Margaret Boyd. Une brève pause. Oui, Richard Boyd a apporté un inventaire complet. Les articles ont été étiquetés, évalués, et payés mardi dernier. Nous avons conclu la transaction en personne, à la résidence familiale. Y en a-t-il eu de revendus? Pas encore. Nous cataloguons avant de mettre en vente. C'est la pratique courante, pour une collection de cette qualité. Nous sommes encore en train de photographier les planches de Rackham. Monsieur Aurin, ces articles font l'objet d'un prêt permanent, de la part d'une fondation 501c3. C'est la propriété de la fondation, pas des biens personnels. La section 7 de l'acte de prêt permanent déclenche une clause de récupération, en cas de disposition non autorisée. Je demande formellement leur restitution. Silence. 4 secondes. J'ai compté, parce que je compte tout, maintenant. Mademoiselle Boyd. J'aimerais voir cet acte. Je serai à Manhattan avant 18h ce soir, avec l'original. Une autre pause. 2 secondes. Conduisez prudemment. J'ai raccroché, et je suis resté assise dans le parking, le moteur allumé. Mes mains étaient stables. 14 ans passés à manipuler des documents irremplaçables, vous apprennent quelque chose d'utile. L'appel téléphonique le plus important de votre vie, doit sonner exactement comme n'importe quel autre appel que vous ayez jamais passé. Aucun tremblement dans la voix. Aucune urgence dans la formulation. Énoncer les faits. Nommer le mécanisme. Offrir les preuves. Laisser l'autre personne réagir. Je suis sorti du parking, et je suis rentré à la maison pour chercher Ivy. Je n'allais pas laisser ma fille à Brattleboro, pendant que je conduisais jusqu'à Manhattan. Elle venait avec moi. Elle allait voir ses livres, et elle allait regarder sa mère les récupérer. Interstate 91 Sud, 4h40 jusqu'à Manhattan. Ivy était assise sur le siège arrière, avec un exemplaire de poche d'un raccourci dans le temps, emprunté à la bibliothèque publique de Brattleboro. L'acte de prêt permanent reposait dans une enveloppe en papier craft sur le siège passager, 22 pages qui pesaient moins qu'un sandwich, et plus que n'importe quoi d'autre dans la voiture. Quelque part après la frontière du Massachusetts, Ivy a levé les yeux de son livre. Maman, c'est quoi une récupération? C'est quand quelque chose retourne à son vrai propriétaire. Comme les chiens. Parfois, comme les chiens. Elle a réfléchi à cela pendant un moment. Maman, pourquoi n'as-tu pas parlé de l'histoire de la fondation à grand-mère, avant qu'elle ne vende les livres? Parce que je pensais que si je ne le disais jamais à haute voix, elle ne ferait jamais rien qui m'y obligerait. Ce n'est pas très intelligent. Non, chérie, ça ne l'était pas. C'était la première fois de sa vie, que ma fille me disait que je n'étais pas intelligente. Et la première fois que j'étais d'accord avec elle. J'avais passé 7 ans à éviter la confrontation avec ma mère. 7 ans à m'enterrer dans des manuscrits, des subventions de conservation, et des entrées de catalogue. Parce que le papier ne réplique pas. Ne vous faites pas la tête pendant 6 semaines. Ne vous dis pas que vous êtes ingrate, de protéger ce qu'une femme morte a laissé à votre fille. De l'isolement professionnel. C'est le nom poli pour ce que j'avais. Le vrai nom, c'est la lâcheté, vêtue d'un gilet et de gants d'archives. La voix de Cordelia à nouveau, arrivant comme elle a l'habitude de le faire. Les livres sont l'héritage d'Ivy. Ne laisse personne l'oublier. Je n'avais pas oublié. J'avais juste été trop silencieuse, dans ma façon de m'en souvenir. Quelque part près de Hartford, Ivy s'est endormie avec le livre de poche ouvert sur sa poitrine, la page 162 face contre son col. J'ai conduit les 2 heures restantes en écoutant l'autoroute, et en réfléchissant au mot « gestion ». Cordelia l'utilisait de la même manière que d'autres personnes utilisaient le mot « amour », avec soin, spécifiquement, et seulement quand elle le pensait. J'avais 34 ans,
et je commençais tout juste à comprendre ce que cela coûtait. Orin et fils occupaient le 2e étage d'un immeuble étroit en grès brun, sur la 61e ruée. Des panneaux en acajou, des lampes de lecture en laiton, un éclairage de galerie orienté pour flatter les dos en cuir. David Orin nous a accueillis à la porte. 63 ans, des cheveux argentés, des lunettes de lecture sur une chaîne en écaille de tortue, avec une poignée de main qui vous indiquait qu'il évaluait des premières éditions depuis plus longtemps que je n'étais en vie. Il a regardé Ivy. Elle est la bienvenue, ai-je dit. C'est la bénéficiaire. Il a hoché la tête une fois, et nous a conduits en bas, dans la salle de catalogage. Contrôle climatique, 20 degrés Celsius, 45% d'humidité. Je le savais sans avoir besoin de demander, car ce sont les chiffres que tout professionnel des livres rares porte dans sa tête, de la même façon que les ambulanciers connaissent les plages de tension artérielle. Les 217 livres étaient disposés sur 5 longues tables, sous une douce lumière zénithale. Chaque volume avait un post-it jaune, avec un numéro de catalogue temporaire, écrit de l'écriture soignée d'Orin. Il nous a fait longer les tables sans parler. Ivy l'a trouvé sur la table 3, le vent dans les saules en cuir vert. Elle l'a pris à 2 mains, toujours à 2 mains, et l'a ouvert à la page 47. Maman, ma marque de crayon est toujours là. Elle avait fait un minuscule trait au crayon 2B dans la marge, 18 mois plus tôt, marquant l'endroit où Taupe rencontrera pour la première fois, au bord de la rivière. Orin, se tenant à une 60aine de centimètres derrière elle, a dit doucement, « Oui, je l'ai remarqué quand nous avons catalogué. Je l'ai laissé. » Ivy est retournée à la couverture intérieure, a trouvé l'ex-libris, et a tracé l'écriture de Cordelia avec son index, pour Ivy, qui les gardera en sécurité. Elle a fermé le livre, et l'a pressé contre sa poitrine à 2 bras. Elle n'a pas demandé si elle pouvait le prendre. Elle l'a simplement tenu. Orin m'a regardé. Absolument tous possèdent l'ex-libris. Une dédicace individuelle inscrite à la main, pour votre fille. Ce niveau de personnalisation est inhabituel. Mademoiselle Boyd, votre père n'a mentionné rien de tout cela, quand il les a apportés. Je sais qu'il ne l'a pas fait. J'ai posé l'acte sur la table de catalogage. Orin s'est assis, a mis ses lunettes, et a lu pendant 11 minutes. Je le sais, parce qu'Ivy comptait les pages, et que je comptais l'horloge sur le mur derrière sa tête. Aucun de nous n'a parlé. Quand il a eu fini, il a retiré ses lunettes, les a posées à côté de l'acte, et a dit, « Mademoiselle Boyd, j'ai acheté des biens volés à une fondation. » « Pas volés, ai-je répondu. Vendus par des personnes qui ne les possédaient pas légalement. Il y a une différence pour vous. Il n'y en a pas pour mes parents. » Il s'est levé, a marché jusqu'à un classeur en acier gris derrière le bureau de catalogage, et en a sorti le contrat de vente. 4 pages. La photocopie du permis de conduire de mon père, sur la première page. La signature de ma mère, en tant que témoin, sur la page 4. Un inventaire détaillé, avec un polaroid de chaque livre évalué à plus de 5000 €, sur la page 3. Et, sur chaque polaroid, visible dans le coin inférieur gauche de la couverture intérieure ouverte, l'ex-libris de Cordelia. Pour Ivy, qui les gardera en sécurité, photographiés, documentés, reposant dans les archives professionnelles d'Orin. Il a tourné vers les feuilles d'inventaire, et a tapoté la page. Chaque livre contenait encore le reçu de don original, glissé à l'intérieur de la couverture. Les reçus que Cordelia avait placés là elle-même, en 2010, lorsque le prêt permanent avait été officialisé. Sur chacun d'eux, on pouvait lire « Prêt permanent de la Fondation de la Bibliothèque du Patrimoine Cordelia Boyd. Interdit à la vente. Tout retrait déclenche un événement de récupération, en vertu de la section 7 de l'acte. » Mon père avait signé le contrat de vente sans lire les reçus de don. Ou bien, il les avait lus, et avait signé quand même. Je ne sais toujours pas ce qui est le pire. Orin a fait glisser le dossier entier sur la table à 2 mains. Le contrat de vente, les feuilles d'inventaire, les polaroïdes, les reçus de don. 3 cm d'épaisseur de papier, documentant l'erreur à 165 000 € de mes parents. Je garderai les livres ici pendant 14 jours, le temps que vous déposiez votre dossier, a-t-il dit. Après cela, sur votre autorisation écrite, ils seront réexpédiés. Disons 21 jours, ai-je répondu. Je veux que le fisc émette l'assignation avant l'expédition, pour que la chaîne de possession reste ininterrompue. Il m'a regardé de la manière dont un archiviste regarde un autre archiviste, quand il réalise qu'il parle le même langage,
depuis le début. C'est intelligent. Je suis rentré chez moi ce soir-là, avec 3 centimètres de papier sur le siège passager, et une enfant de 10 ans endormie, qui, quelque part près de la frontière du Connecticut, a murmuré le mot « mien » sans ouvrir les yeux. Les messages vocaux ont commencé le lendemain matin. 7h42. Vanessa. Danny. Maman m'a appelé en sanglotant. Quoi que tu prévois, arrête. Tyler est tellement excité pour la salle de cinéma. C'est un enfant. Tu vas gâcher Noël, pour une poignée de vieux livres. Rappelle-moi tout de suite. 8h14. Ma mère. Ma chérie, je sais que tu es contrariée, mais il faut qu'on en parle comme des adultes. N'en fais pas toute une montagne. 9h01. Un SMS de Brent. Tu sais que tu te comportes comme une vraie avec cette histoire pas vraie, pas d'apostrophe. Pas de point. J'ai fait une capture d'écran des 3, et je les ai transférés à Evelyn. Elle a répondu en 40 secondes, documente tout. Ne rentre pas dans leur jeu. J'ai passé la matinée à la bibliothèque de Whitfield, à faire exactement ce que je fais tous les jours de la semaine, cataloguer, préserver, classer. La seule différence, c'est qu'entre deux saisies, je rédigeais aussi une déclaration sous serment personnel, décrivant la découverte, la facture d'Orin, les aveux de ma mère au dîner, et la visite à Manhattan. Nathan Pell, l'avocat pro bono de la fondation, devait me rencontrer à 14h. Nathan avait été l'avocat de Cordelia pendant 11 ans. Il avait rédigé l'acte original clause par clause, se disputant avec Cordelia pour des virgules à minuit passé, et perdant à chaque fois. Il connaissait le document, parce qu'il l'avait construit. À 14h15, assise en face de lui dans son bureau, au-dessus de la poste de Brattleboro, j'ai fait glisser ma déclaration et le dossier Orin sur son bureau. Il l'a lu de la manière dont lisent les avocats, méthodiquement, le stylo à la main, en prenant de petites notes illisibles dans les marges. Quand il a eu fini, il a levé les yeux. Comment voulez-vous gérer cela? Je veux que les livres soient restitués. Je veux que le fisc soit informé. Et je veux que mes parents comprennent ce qu'ils ont fait, dans une pièce pleine de monde, avec l'acte entre les mains. Il a écrit quelque chose sur son bloc-notes. Quand? Ma sœur organise une fête d'inauguration du home cinéma samedi prochain. 30 invités. Il a posé son stylo. Ça fera l'affaire. Mardi après-midi. Réunion Zoom d'urgence avec le conseil d'administration de la fondation. 5 membres à l'écran, Evelyn Marsh, présidente. Nathan Pell, avocat. La juge Patricia Holloway, retraitée de Montpellier. Un marchand de livres rares de Boston, nommé Gerald Fisk. Et le docteur Catherine Adler, directrice du département d'histoire du Middlebury College. J'ai présenté les faits, l'acte, le contrat de vente, les photographies d'Orin, les reçus de dons, et la confirmation écrite de la coopération d'Orin. Le vote a été unanime, sur les 5 motions. 1. Autoriser la lettre de récupération à l'intention d'Orin. Une formalité, il coopérait déjà. 2. Autoriser la modification du formulaire 8283 de l'IRS, et la divulgation supplémentaire du formulaire 990, signalant la disposition non autorisée de biens conditionnellement exonérés. 3. Autoriser le renvoi à l'Heritage Trust, et l'avis de récupération de l'exonération conditionnelle, auprès du département des impôts du Vermont, avec copie à l'évaluateur de la ville de Whitfield, pour la réévaluation de la propriété. 4. Autoriser l'envoi de lettres de mise en demeure, à Richard et Margaret Boyd. 5. Autoriser la lecture publique de l'acte de prêt permanent, dans n'importe quel lieu de mon choix. Evelyn a formulé la 5e motion de manière très claire. Daniel, en tant que vice-présidente et en tant que mère d'Ivy, tu as une discrétion unilatérale sur ce point. Choisis ton lieu. Ils organisent une fête d'inauguration de leur home cinéma samedi. 30 invités. Le nouveau système de son surround de la famille Reeves, payé avec l'héritage de ma fille. Evelyn a marqué une pause. Le marchand de Boston a secoué lentement la tête, comme le font les gens lorsqu'ils regardent quelqu'un marcher droit vers un piège, qu'ils ont eux-mêmes construit. Ça fera l'affaire, a dit Evelyn. Avant que nous nous déconnections, elle a ajouté une chose. Elle a cité Cordelia, non pas à partir de l'acte, mais d'une conversation en 2019, 2 ans avant la mort de Cordelia. Les livres sont l'héritage d'Ivy. Ne laisse personne l'oublier. Elle a regardé directement dans la caméra.
Je dirais que cela compte, comme une façon de s'en souvenir. J'ai fermé mon ordinateur portable, et je suis resté assise dans le silence de la salle des livres rares. Les dossiers étaient rédigés. Les votes étaient enregistrés. Il ne restait plus que samedi, et 30 personnes, qui n'avaient aucune idée de ce à quoi elles allaient assister. Mercredi après-midi, à 16 h, mon téléphone a sonné au bureau d'information de la bibliothèque. C'était Madame Carrington, la conseillère d'orientation d'Ivy. Elle gardait une voix neutre. Le ton mesuré, que les professionnels de l'éducation utilisent, quand ils ont hésité avant d'appeler. Daniel, je voulais vous informer qu'Ivy n'a pas participé à l'heure de lecture silencieuse, pendant 3 jours consécutifs. Elle pose son livre face contre table sur son bureau, et regarde par la fenêtre pendant les 30 minutes complètes. Cela n'était jamais arrivé auparavant. J'ai fermé les yeux. La collection de livres de son arrière-grand-mère a été vendue la semaine dernière, à son insu et sans son consentement. Elle est en train de surmonter une perte. Oh. Une pause, assez longue pour que je puisse entendre les bruits du couloir derrière elle. Oh, Daniel, je suis tellement désolé. Elle n'a pas encore besoin d'une orientation formelle. Je travaille à récupérer les livres. Elle le sait, mais si elle veut en parler quand elle sera prête, s'il vous plaît, contentez-vous de l'écouter. Ce soir-là, j'ai préparé des macaronis au fromage à partir d'une boîte en carton bleu, parce que parfois, être parent, ça veut dire être présent, pas accomplir des prouesses. Ivy était assise à la table de la cuisine, dessinant des 8 avec les pattes dans son assiette. Chérie, les livres sont en sécurité. Je les ai vus il y a 2 jours. Ils rentreront à la maison dans 3 semaines. Tous les 217. Tous les 217, y compris le verre? Elle a mangé 2 bouchées, a posé sa fourchette, et m'a regardé avec une expression, que je n'avais vue qu'une seule fois auparavant. Le matin où je lui avais dit que Cordelia était morte. Maman, est-ce que grand-mère peut encore venir nous voir? Je crois que ça va prendre un certain temps, ma chérie. Elle a repris sa fourchette. D'accord, je m'en doutais. 3 mots. Le vocabulaire d'une enfant de 10 ans, qui a déjà appris que les personnes, qui devraient protéger vos affaires, sont parfois celles dont vous devez vous protéger. Après le dîner, j'ai fait la vaisselle. Ivy était assise à la table, dessinant dans son carnet de croquis. Elle dessinait des bibliothèques. Des bibliothèques pleines, rangées après rangées de minuscules doses de livres, chacun doté d'un petit rectangle sur la couverture. Un rectangle qui, je m'en suis rendu compte en me penchant, était un ex-libris. Nathan Pell a travaillé jeudi et vendredi, avec la précision d'un homme, qui s'était préparé pendant 11 ans exactement pour ce moment. Il a rédigé 3 lettres en parallèle, chacune étant un instrument différent, visant un point de pression différent. La première était une mise en demeure adressée à Richard et Margaret Boyd, citant l'acte de prêt permanent, la vente non autorisée, et l'intention de la Fondation de poursuivre tous les recours disponibles, y compris la récupération fédérale et étatique. La deuxième était la modification du formulaire 8283 de l'IRS, et la divulgation supplémentaire déposée auprès de l'unité des impôts sur les successions et les donations, à Ogden, dans l'Utah, avec une copie conforme au département des impôts du Vermont. Signalant formellement la disposition non autorisée de biens conditionnellement exonérés, sous l'égide de la Fondation de la Bibliothèque du patrimoine Cordelia Boyd. La troisième était l'avis de récupération de l'exonération conditionnelle de l'Heritage Trust, adressé au bureau de l'évaluateur de l'État du Vermont, avec une copie au greffier de la ville de Whitfield, pour une réévaluation immédiate de la propriété. Les 3 lettres ont été imprimées, signées, et scellées dans des enveloppes certifiées, prévues pour une remise en main propre, le vendredi à 17 h. J'ai demandé à Nathan pourquoi à 17 h un vendredi. Parce que les banques ferment à 16 h. Parce qu'aucun juge ne délivre d'ordonnance restrictive temporaire pendant un week-end. Parce que vos parents passeront leur vendredi soir, leur samedi matin et leur samedi après-midi à appeler tous les avocats du comté de Bennington, et qu'aucun d'entre eux ne décrochera avant lundi. J'ai dit, Cordelia vous aurait adoré. Il a répondu qu'il avait eu le plaisir d'être son avocat pendant 11 ans, et qu'elle lui avait un jour téléphoné à minuit, pour débattre d'un point-virgule dans le préambule de l'acte. Elle a gagné le débat sur le point-virgule, a-t-il dit. Elle a gagné tous les débats de ponctuation que nous avons jamais eus. Le jeudi soir, j'ai préparé les vêtements d'Ivy pour samedi. La robe bleu marine qu'elle avait portée, pour la cérémonie commémorative de Cordelia. Des chaussures propres.
J'ai préparé mon propre gilet, un jean sombre, des bottes, et sur la commode, les perles de Cordelia. De couleur ivoire, légèrement irrégulière, avec un petit fermoir en or gravé de la lettre C. Le seul bijou que Cordelia ait gardé, lorsqu'elle a vendu l'entreprise d'orfèvrerie en 1981. Je ne les avais pas portés depuis ses funérailles. Je les ai posés sur le bois, et je les ai regardés pendant un long moment. Vendredi, 17h02. J'étais assise à mon bureau, dans la salle des livres rares de la bibliothèque de Whitfield, avec mon téléphone face visible sur le sous-main. Le volume éteint, l'écran lumineux. Nathan a envoyé un texto à 17h02. Les 2 paquets ont été remis en main propre. Signé par Margaret Boyd. J'ai posé le téléphone, et j'ai attendu. 17h14, appel en absence, maman. 17h17, appel en absence, maman. 17h23, appel en absence, papa. 17h38, appel en absence, Vanessa. 17h41, SMS de maman, qu'est-ce que c'est que ça? 17h42, SMS de maman, Daniel s'il te plaît. 17h44, SMS de maman, appelle ta mère. 18h01, message vocal. La voix de ma mère se brisait de toutes parts. Je suis ta mère. Nous avons fait ça pour la famille. Pourquoi fais-tu cela en passant par des étrangers? Par des avocats. Daniel, nous sommes tes parents. 18h18. Message vocal. Même voix, registre différent. La fêlure remplacée par quelque chose de plus dur, et de plus familier. Tu vas ruiner la vie de Tyler. J'espère que tu pourras dormir cette nuit. Cette tentative en 76 minutes. J'ai pris le téléphone, et j'ai tapé un seul message à Nathan, à demain, 15h30. Puis j'ai mis le téléphone dans mon sac, j'ai verrouillé la salle des livres rares, et j'ai conduit chez moi à Brattleboro dans l'obscurité. Si vous vous êtes déjà assis à un bureau, en regardant un téléphone s'allumer avec les noms de personnes, qui pensaient que vous alliez toujours répondre, et que vous avez enfin ressenti le déclic silencieux de choisir de ne pas le faire, laissez un commentaire avec le mot « déclic ». C'est le bruit d'une limite qui est fixée pour la première fois. Abonnez-vous, pour être là lors de ce qui va se passer à la fête du home cinéma. Je n'avais pas haussé la voix depuis 11 jours. Je n'avais pas envoyé un seul message accusateur. Je n'avais pleuré devant personne, à part mon oreiller. Demain, c'était samedi. 30 invités, un acte dans une mallette, et une machine à pop-corn, qui avait coûté 217 livres à ma fille. Samedi matin, 10h15. J'étais dans la salle de lecture de la bibliothèque de Whitfield, en train de rédiger une évaluation de conservation, quand la porte d'entrée s'est ouverte, et ma mère est entrée. Elle portait son pull en cachemire bleu marine, et des boucles d'oreilles que je ne reconnaissais pas. Pas les anneaux en or du spa, une autre paire. Ses yeux étaient gonflés, mais son maquillage était impeccable. La combinaison typique d'une femme, qui avait pleuré toute la nuit, et passé 45 minutes à s'assurer que les preuves en étaient invisibles. Ma chérie, s'il te plaît. Allons prendre un café. Nous pouvons régler ça entre nous. Nathan Pell n'a pas besoin d'être impliqué. Maman. Nathan a été l'avocat de Cordelia pendant 11 ans. Il a rédigé l'acte lui-même. Il est impliqué depuis 2010. Elle a déplacé son poids, a touché sa boucle d'oreille. Cordelia était confuse à la fin. Daniel, elle ne pensait pas clairement quand elle a écrit tout ça. J'ai pensé au fauteuil de lecture en acajou, vide dans l'allée, à 64 km au nord d'ici. Et j'ai pensé à la façon dont ma mère venait de tenter de réécrire l'histoire d'une femme, qui était plus précise à 89 ans, que ma mère ne l'avait jamais été à n'importe quel âge de sa vie. Cordelia n'était pas confuse. Maman, Cordelia était la personne la plus précise que j'ai jamais connue. Elle a classé chaque document en 3 exemplaires, parce qu'elle savait. Elle savait que quelqu'un dans cette famille, finirait par essayer exactement ce que vous avez essayé. La mâchoire de ma mère s'est crispée. Le réflexe familier. Ma chérie, il ne faisait que prendre la poussière, dans cette vieille pièce lugubre. La 4e fois qu'elle le disait. La même phrase, la même cadence, la même conviction. Comme si la répétition pouvait la rendre vraie. Je me suis levé de mon bureau. Maman, on se voit à 16h. Je viens à la fête. Nous l'avons annulé. Non, c'est faux.
Vanessa a posté sur Facebook hier. 31 personnes ont répondu oui. Ma mère m'a dévisagé. J'ai soutenu son regard, sans cligner des yeux. On se voit à 16 heures. Elle a fait demi-tour, et est partie sans fermer la porte derrière elle. Je l'ai fermée pour elle. Doucement. Je ferme tout doucement, maintenant. 14h30 ce même après-midi. On a frappé à la porte de mon appartement à Brattleboro. Par le Judas, j'ai vu mon père. Gilet gris, lunettes de lecture de travers sur le nez. Il paraissait plus petit que dans mes souvenirs, comme un homme dont le squelette aurait discrètement décidé de céder 1 centimètre. J'ai ouvert la porte. Nous sommes restés dans le couloir. Il n'est pas entré. Daniel, j'ai signé le contrat. Je savais ce que je signais. Je sais, papa. Ta mère m'a dit que Cordelia aurait voulu, que les fils de Vanessa aient quelque chose de beau. Je me suis laissé y croire, parce que dire non à ta mère pendant 44 ans, a été. Il s'est arrêté, a regardé le plafond, a contracté sa mâchoire. Je suis fatigué, Daniel. Je suis juste tellement fatigué. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Papa, j'apprécie que tu sois venu ici pour me dire ça. Mais le fisc se fiche de savoir que tu étais fatigué. Allons-nous perdre la maison? Oui. Il est resté silencieux pendant un long moment. Le couloir bourdonnait avec le système de ventilation de l'immeuble. Puis, il a dit quelque chose, qui m'a prouvé qu'il avait su depuis le début, su que les livres ne lui appartenaient pas, et qu'il avait quand même choisi de les vendre. Cordelia m'avait prévenu, la semaine avant sa mort. Elle m'a dit, Margaret va essayer, Richie. Ne l'aide pas. Il a regardé ses chaussures. Je l'ai aidé quand même. Il s'est tourné vers la cage d'escalier. À la porte, il s'est arrêté, sans se retourner. Dis à Ivy. Que je suis désolé. Je ne vais rien lui dire de ta part, papa. Quand elle sera prête, elle viendra te voir d'elle-même. Ce n'est pas quelque chose que toi, ou moi, avons le droit de gérer à sa place. Il a hoché la tête. La porte de la cage d'escalier s'est refermée derrière lui. J'ai verrouillé mon appartement, et j'ai remarqué que ma main était ferme sur le pen dormant. 11 jours plus tôt, elle aurait tremblé au point de nécessiter mes 2 mains. Cette fermeté, plus que tout ce que Nathan avait rédigé, ou ce qu'Evelyne avait autorisé, m'a prouvé que j'étais prête pour 16 heures. 15h15. Ivy était assise sur son lit, dans la robe bleu marine qu'elle avait portée à la cérémonie de Cordelia. Mon gilet oversize était drapé sur ses épaules étroites, comme un châle. Elle ressemblait à quelqu'un se préparant pour une cérémonie, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Chérie, je vais lire un document à la fête, cet après-midi. Des choses difficiles vont être dites. Grand-mère pleurera peut-être. Tu n'es pas obligé de venir. Est-ce que les livres seront là? Pas encore. Mais dans 3 semaines, ils seront de retour sur leurs étagères. Chaque livre, sans exception. Elle a réfléchi à ça pendant 5 secondes, en fixant la porte du placard. Je veux venir. Tu es sûr? Cordelia serait venue. J'ai souri pour la première fois en 11 jours. Cordelia serait venue avec des perles. Tu as des perles? J'ai ouvert le tiroir du haut de ma commode, et j'ai sorti le collier que Cordelia m'avait donné quand j'avais 16 ans. De couleur ivoire, légèrement irrégulière, avec un petit fermoir en or gravé de la lettre C. Je les ai mises devant le miroir. Ivy m'observait depuis le lit. Maman, tu ressembles à arrière-grand-mère. Tant mieux. Nous avons conduit jusqu'à la maison de Vanessa à Bennington, dans un silence, qui n'avait rien à voir avec la lourde tranquillité du trajet du retour, 11 jours plus tôt. C'était le silence entre 2 personnes, qui se sont mises d'accord sur ce qui doit se passer, et qui n'ont plus rien à négocier. Nathan devait nous retrouver à 15h45. Il porterait une mallette en cuir avec un fermoir en laiton. À l'intérieur, se trouvaient 15 copies de l'acte de prêt permanent, et une lettre certifiée de l'unité des impôts sur les successions et les donations de l'IRS, accusant réception de la modification du formulaire 8283. Ivy était assise sur le siège arrière avec un livre, pas un de ceux de Cordelia, juste l'exemplaire de poche d'un raccourci dans le temps, de la bibliothèque publique. Elle a lu, jusqu'à ce que nous tournions dans la rue de Vanessa. Puis, elle a fermé le livre,
l'a glissé dans son sac à dos, et a dit « Prête ». J'ai répondu « Prête ». 14 voitures dans l'allée, et le long du trottoir. Des serpentins blancs sur la boîte aux lettres. Une pancarte écrite à la main, collée sur la porte d'entrée, « Bienvenue à la soirée cinéma ». Par la fenêtre de devant, je pouvais voir des flûtes à champagne, disposées sur un plateau en argent. La nappe blanche de ma mère sur la table à manger, et une banderole où l'on pouvait lire « Cinéma de la famille Reeves ». Grande ouverture, de l'écriture de Vanessa. 28 invités, plus la famille. Patricia Mandel de la maison d'à côté, institutrice retraitée de CM1. Tom et Cindy Alverson, propriétaires de la quincaillerie de la rue principale. Lorraine Pratt et Suzanne Whitham, du groupe d'église du mercredi de ma mère. Le pasteur Mike Whitham. 4 des collègues de Brent, de l'entreprise de climatisation, dans leur polo du vendredi. Les 3 amis les plus proches de Vanessa, du groupe des mamans. Tyler et Dylan déjà plantés dans les fauteuils inclinables de la salle de cinéma, mangeant du popcorn dans des sacs en papier. Nathan est arrivé à 15h46, avec une minute de retard, portant la mallette. Nous avons remonté l'allée d'entrée côte à côte. Brent a ouvert la porte moustiquaire. Il portait un nouveau polo, et arborait un large sourire, qui s'est effondré à l'instant où il a remarqué le costume de Nathan, et la mallette. Et, Danny. Content que tu aies changé d'avis. Ce n'est pas le cas, Brent. Il a cligné des yeux. C'est qui le costard? Nathan Pell, conseiller de la fondation de la Bibliothèque du patrimoine Cordelia Boyd. Puis-je parler à M et Madame Boyd? Le sourire de Brent s'est plié comme une serviette. Ma mère est apparue de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle a vu Nathan. Elle m'a vu. Elle a vu les perles autour de mon cou. Les perles de Cordelia. Et quelque chose derrière ses yeux a basculé. Daniel, je t'en prie, ne fais pas ça ici. Maman, tu as annulé la mauvaise chose. La fête n'est pas le problème. 8 années à prétendre que les volontés de Cordelia étaient optionnelles. Ça, c'était le problème. Vanessa est intervenue, de derrière elle. C'était une vieille femme, avec trop de livres. 30 visages se sont tournés dans la pièce. J'ai gardé la voix basse. Pourriez-vous tous venir dans le salon, s'il vous plaît? Il y a un document que j'aimerais lire à voix haute. Cela prendra 4 minutes, et ensuite je partirai. La pièce est devenue silencieuse. 30 personnes dans un salon, debout contre les murs, perchées sur les accoudoirs du canapé, adossées à l'embrasure des portes, avec des flûtes à champagne dans lesquelles elles avaient cessé de boire. Par les portes-fenêtres derrière eux, je pouvais voir le home cinéma, un écran de la taille d'une porte de grange, 6 fauteuils inclinables en cuir, encore enveloppés de plastique sur les accoudoirs, et la machine à popcorn rouge et jaune, qui bourdonnait dans le coin. Tyler et Dylan étaient sortis de la salle, et se tenaient à côté de Vanessa, perplexes, tenant des sacs de popcorn à moitié mangés. Je tenais l'acte, 22 pages, agrafé, avec le sceau de la fondation estampé en relief sur la première page. Mes mains ne tremblaient pas. Je m'appelle Daniel Boyd. La plupart d'entre vous me connaissent. Je suis la fille aînée de Margaret et Richard. Je suis la mère d'Ivy. J'ai fait une pause. J'ai laissé la phrase s'installer. Il y a 11 jours, mes parents ont vendu une collection de livres rares, se trouvant dans l'allée de la maison familiale. Ils l'ont vendu pour 165 000 €, et ont utilisé les bénéfices pour construire, ce que vous voyez à travers ces portes. Ils croyaient que ces livres leur appartenaient. Ce n'était pas le cas. Je vais lire à haute voix le document, qui explique pourquoi. C'est un document public, enregistré au bureau du secrétaire d'État du Vermont, depuis janvier 2010. Daniel, a dit ma mère, depuis le coin opposé. Sa voix était faible. Nathan, se tenant un pas derrière mon épaule droite, a dit doucement, Madame Boyd, s'il vous plaît, laissez-la terminer. J'ai lu le préambule. Nommé Cordelia Ann Boyd. Nommé la fondation de la Bibliothèque du patrimoine Cordelia Boyd. Nommé la collection, 217 articles d'une importance littéraire et historique prééminente. Nommé le bénéficiaire, Ivy Boyd, âgé de 10 ans au moment de l'événement, avec un accès à vie, et une autorité de veto exclusive sur tout transfert. Ensuite, je suis passé à la page 14. Cette section est intitulée Récupération.
Je l'ai lu de la même façon que je lis tout au travail, clairement, d'une voix égale, sans insistance. Toute disposition non autorisée de la collection, par toute partie autre que le bénéficiaire désigné, actuellement Ivy Boyd, constituera un événement de récupération en vertu du droit fiscal fédéral et étatique applicable, déclenchant un redressement fiscal total. Pour toutes les années d'exonération conditionnelle depuis 2010, avec les intérêts légaux, et une pénalité de 75%. J'ai levé les yeux de la page. Mes parents ont vendu 217 articles mardi dernier, pour 165 000 €. J'ai une copie de cet acte, pour quiconque en voudrait une. Monsieur Pell a 15 copies dans sa mallette. La pièce est restée figée. Vanessa a brisé le silence la première. C'est de la folie. Elle ruine la fête de mes enfants, pour un tas de vieux bouquins. Ivy se tenait à côté de moi. Sa main reposait sur la bretelle de son sac à dos, celui qui contenait un raccourci dans le temps, et rien d'autre. Elle a regardé Vanessa et a parlé clairement, sans hausser la voix, sans répétition. Parce que je ne l'avais pas préparé. Je ne lui avais pas dit de dire quoi que ce soit. Tante Vanessa, ce n'est pas toi qui as acheté le cinéma. Ce sont mes livres. La pièce a retenu son souffle. Je pouvais entendre le cycle de la machine à pop-corn, à travers les portes-fenêtres. Tyler, assis sur la coudoir du canapé avec son sac de pop-corn, a regardé sa mère. Maman ? Vanessa n'a rien dit. J'ai posé ma main sur l'épaule d'Ivy. Elle n'a pas bronché. Elle n'a pas reculé. Elle est restée exactement là où elle était. Je me suis adressé à la pièce. Tyler et Dylan n'ont rien fait de mal. Ils ne font pas partie de ce qui va suivre. Puis, je me suis tourné vers ma mère. Elle était adossée contre le mur du fond, tenant une tasse à café à deux mains. Celle en céramique bleue, qu'elle possédait depuis que j'étais au lycée. La même femme qui m'avait dit que les livres prenaient la poussière. La même femme qui avait dit que Cordelia était confuse à la fin. La même femme qui avait vendu 217 livres dédiés à sa propre petite fille, et qui avait acheté une machine à pop-corn avec la monnaie. Maman. Elle m'a regardé. J'ai gardé ma voix très basse, presque un murmure. Le reste de la pièce s'est penché en avant. La collection n'a jamais été à eux pour être vendue. Je l'ai dit comme je dis tout ce qui compte. Doucement, sans insistance. De la manière dont Cordelia m'a appris à manipuler les choses fragiles. J'ai presque souri. Ni par satisfaction, ni par cruauté, mais par le simple soulagement épuisé, de prononcer une phrase vraie à voix haute, dans une pièce pleine de gens qui avaient besoin de l'entendre. Chaque livre de cette collection faisait l'objet d'un prêt permanent, d'une fondation exonérée d'impôts. L'exonération conditionnelle de la maison familiale dépendait du maintien de ces livres dans la bibliothèque de Lelay, non vendus, jusqu'à leur transmission à Ivy. En les vendant, mes parents ont déclenché un événement de récupération, couvrant chaque année d'exonération de 2010 à aujourd'hui. Depuis hier après-midi à 17 h, ils doivent environ 412 000 € d'impôts arriérés, d'intérêts légaux, et une pénalité de 75%. Ils perdent l'exonération conditionnelle sur la maison pour l'avenir. Le bureau de l'évaluateur de la ville de Whitfield émettra des avis d'imposition foncière révisés dans les 30 jours, au plein tarif du marché, soit environ 30 000 € par an. L'exonération existait parce que les livres étaient là. Les livres ne sont plus là. La maison n'est plus exonérée. La tasse de café de ma mère a glissé de sa main droite. Elle a heurté le tapis sans se casser. Le café s'est répandu en un ovale sombre sur la moquette beige, et elle ne l'a pas regardé. Elle me dévisageait, la bouche légèrement ouverte. De la même façon qu'on fixe un document, qui révèle quelque chose qu'on espérait ne jamais voir écrit. Mon père s'est assis lentement sur la coudoir du canapé, comme si ses genoux étaient arrivés à une conclusion, avant le reste de son corps. Puis la voix de ma mère s'est élevée. Tu nous as vendus à des étrangers, pour de vieux livres, pour une femme morte. Daniel, elle est morte. Pourquoi détruis-tu cette famille, pour une femme morte? Sa voix s'est brisée et a continué de monter, remplissant le salon, rebondissant sur le plafond, sur la banderole du home cinéma, et sur les flûtes à champagne, que personne ne touchait. 3 des voisins tenaient leur téléphone au niveau de leur taille. Je ne sais pas s'ils enregistraient. J'espère que oui, parce que ce que j'ai dit ensuite a été la chose la plus vraie, que j'ai jamais dite à ma mère, et je voulais que quelqu'un d'autre que moi s'en souvienne. Je le fais pour la vivante,
qui se tient à côté de moi. Ivy n'a pas parlé. Elle n'en avait pas besoin. Elle était déjà la réponse à toutes les questions que ma mère avait trop peur de poser. Nathan a ouvert la mallette et a placé 15 copies de l'acte sur la table basse, à côté du champagne intact. 3 voisins en ont pris une. 2 amis d'église de ma mère en ont pris une. Le pasteur Mike en a pris 2. J'ai pris la parole devant la pièce, une dernière fois. Je suis désolé que vous ayez dû assister à ça. La fête est finie. Ensuite, je me suis tourné vers Vanessa. Le home cinéma a été payé avec les revenus de la vente des biens de la fondation. Nathan vous contactera, au sujet de la restitution. Tyler et Dylan peuvent garder la machine à popcorn. L'écran et le système audio seront retournés pour un avoir, qui sera déduit de ce qui est dû. Vanessa a ouvert la bouche, et Nathan a dit d'une voix égale, « Madame Reeves, les revenus sont entièrement traçables. Nous avons les relevés bancaires. » J'ai regardé ma mère une dernière fois. Elle était toujours adossée contre le mur. La tache de café s'étalait sur le tapis à ses pieds, et elle n'avait pas bougé. « Maman, le privilège de l'IRS frappera la maison dans les 60 jours. Entre les impôts arriérés et la nouvelle évaluation, vous ne pourrez pas la garder. Je commencerai à chercher des options dès maintenant. Evelyne et moi vous aiderons pour la logistique si vous le souhaitez, ou bien je me retirerai complètement. C'est à vous de décider. » Elle n'a rien dit. J'ai pris la main d'Ivy. Nous sommes sortis par la porte d'entrée, avons descendu les 3 marches du porche, et traversé la pelouse jusqu'à la voiture. Nathan a suivi. Le soleil de l'après-midi était encore haut et chaud. Sur le porche, Ivy m'a regardé. C'était la dispute la plus silencieuse que j'ai jamais vue. Ce sont les seuls qui valent la peine d'être gagnés, ma chérie. 21 jours plus tard, Orin a renvoyé la collection, dans 11 caisses d'archives. Transport autorisé par la Fondation, à température contrôlée, entièrement assuré. Evelyne et moi avons retrouvé le camion à la maison familiale. Nathan tenait les formulaires de chaîne de possession. 2 conservateurs de la bibliothèque de Whitfield ont aidé au déballage. 6 heures de remise en rayon minutieuse. Ivy a placé chaque livre elle-même. Commençant par le chausset de Kelmscott et les lettres de Beatrix Potter, progressant étagère par étagère, en vérifiant chaque ex-libris, par rapport à la liste d'inventaire. Elle a gardé le vent dans les saules en cuir vert, pour la fin. Elle l'a porté à 2 mains jusqu'au mur sud, 3e étagère, et l'a fait glisser à sa place. Ensuite, elle a marché jusqu'au fauteuil de lecture en acajou, près de la fenêtre, et s'est assise. Ses pieds ne touchaient toujours pas le sol. Elle a ouvert la couverture, a trouvé la dédicace, et a tracé l'écriture de Cordelia avec son doigt, pour Ivy, qui les gardera en sécurité. Et elle a commencé à lire. La pièce sentait à nouveau le papier. Evelyne se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, en observant. Cordelia aurait approuvé, a-t-elle dit. Elle t'aurait dit de ne pas traîner les caisses sur le tapis, Evelyne. Evelyne a ri. C'était la première fois que quelqu'un riait dans cette maison, depuis un mois. Dans les 60 jours, le conseil de la Fondation a voté pour relocaliser l'entièreté de la collection, dans une aile dédiée et climatisée, à la bibliothèque de recherche de Whitfield. Ivy a conservé son accès total en tant que bénéficiaire. Evelyne a baptisé l'aile, la salle de lecture Ivy Boyd. Le fauteuil en acajou a accompagné les livres. Il trône maintenant près de la fenêtre et, là où la lumière du matin est plus douce. 6 mois plus tard, mes parents ont vendu la maison familiale aux enchères. Une fois le privilège de l'IRS réglé, ils ont obtenu juste assez pour acheter un appartement de 2 chambres à Bennington. Le solde restant est payé selon un plan de versement sur 84 mois, soit environ 4 900 € par mois. Ma mère ne m'a pas contacté. Mon père envoie une carte le 1er de chaque mois. Je les lis. Je n'ai pas répondu. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 2, peut-être jamais. C'est autorisé. Vanessa a retourné l'équipement de cinéma contre un avoir en magasin. Brent et elle ont gardé la machine à popcorn. Nous ne nous parlons plus. Tyler est entré en CM1 et, selon une connaissance commune, a demandé à son professeur ce qu'est une fondation. J'espère que quelqu'un lui donnera une réponse honnête un jour. Ivy est de retour à l'heure de lecture silencieuse. Elle a lu la moitié de La quête du roi Arthur, la première impression américaine de 1958 appartenant à Cordelia.
Chaque samedi matin, dans la salle de lecture Ivy Boyd, elle s'assoit dans le fauteuil en acajou qui a voyagé avec les livres. Les pieds ne touchant toujours pas le sol, elle trace l'ex-libris avant de commencer. Fixer une limite aux personnes qui vous ont élevé, ne signifie pas que vous avez cessé de les aimer. Cela signifie que vous avez enfin appris à aimer les personnes à qui elles ont essayé de prendre. C'est mon histoire. 217 livres, une enfant de 10 ans, et une lecture de 4 minutes dans un salon. Si cette histoire vous a rappelé que la protection silencieuse est plus forte que n'importe quelle dispute, prenez-le comme un signe. Dites à quelqu'un que vous aimez ce qui lui appartient, et mettez-le par écrit. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez cette vidéo. Laissez un commentaire, cliquez sur s'abonner, et on se retrouve dans la prochaine.